Francis, bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour Calvino. Bonjour. Hello, Francis. I'm good. And you? I'm doing great as usual. Ah. Alors on n'a pas voulu faire, parce que ça devait un peu faire un peu trop long, on parle de l'entrepreneuriat, les erreurs à éviter. Mais dans le domaine dans lequel on est, qui est inconnu pour nous. Et je crois qu'on a pris un exemple pratique du journaliste qui va ouvrir un restaurant, qui ne s'y connaît pas en termes d'affaires, entrepreneuriat, etc. et qui se retrouve dans une chute pas possible, comme Cathy qui s'est retrouvée dans une chute à cause des crédits. Donc, raison pour laquelle aujourd'hui on parle justement de ça, parce que la dernière fois on parlait des erreurs à éviter dans notre domaine même de compétences. Cette fois-ci, nous ne sommes plus dans notre domaine de compétences, mais nous sommes dans un domaine plutôt inconnu. Comment donc faire en ce moment? Bonjour encore une fois de plus. Bonjour. Le teacher est là. On va dire, Calvino, grand comédien, voilà, veut se lancer dans la pâtisserie. Voilà. Ça, c'est un grand écart. Ouais, un vrai grand écart. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut éviter? Ouais. Et comment se lancer en minimisant les menaces qui peuvent éventuellement tuer le business. Alors, ce qu'il faut savoir d'entrée de jeu, alors la semaine dernière, on a parlé des erreurs à éviter lorsqu'on se lance dans un domaine familier, on a une expertise. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Alors, ce qu'il faut constater d'entrée de jeu, c'est que lorsqu'on ne connaît pas un secteur d'activité, on a peur. On a peur. Maintenant, mais évitons que la peur domine. Parce que quand on a trop peur, on va s'accrocher à des personnes à qui on va tout déléguer. Et la mauvaise nouvelle, c'est que ces personnes-là, très souvent, se transforment en rapaces et plombent notre activité. Donc, la première chose, il ne faut pas avoir peur. Mais il ne faut pas non plus être trop confiant. C'est pas parce que mon ami Abdourahmane a 500 de coiffure à Yaoundé et 10 à Douala que je peux me dire, bon, moi je suis coach d'entreprise, mais je peux aussi ouvrir 500 de coiffure comme Abdourahmane l'a fait. Donc c'est pas parce que l'affaire marche pour les autres que ça marchera aussi pour nous. On a vu ici, au début des années 2000, on a vu beaucoup de gens se lancer dans le call box. On a vu beaucoup de travailleurs qui allaient prendre des prêts d'argent à la banque, qui achetaient le matériel de base et ouvraient un call box. D'accord. En se disant, ben, comme ça marche, donc il n'y a pas d'effort à faire, ça marchera aussi pour moi. Donc, et beaucoup se sont fait escroquer, beaucoup ont perdu de l'argent. Il en va de même par exemple pour les restaurants. Beaucoup de personnes se sont souvent dit, le restaurant, tant que les gens ont besoin de manger, le restaurant marchera. Alors on prend un crédit à la banque, on prend un crédit dans une routine, on se lance, on crée, et après on n'a que ses yeux pour pleurer, parce qu'il faut rembourser le crédit qu'on a pris. Alors, pour éviter tout ça, il y a ce qu'on appelle, je reviens sur les bases, il y a ce qu'on appelle l'étude de marché. Lorsque vous entreprenez dans un domaine qui n'est pas le vôtre, ça veut dire que vous êtes un néophyte. Ça veut dire que vous ne connaissez presque rien. That's true. Alors, commencez par faire une étude de marché. Voilà, on va revenir parce que là ça commence à devenir très très sérieux en ce qui concerne l'application de ce thème aujourd'hui.
Et Francis a commencé par donner déjà, à préparer les esprits pour pouvoir rentrer dans cela. Alors maintenant, si on peut continuer avec Francis pour qu'il parlait de l'étude du marché, c'est ça? Oui. Alors, faites une étude de marché. Avant même de rencontrer des consultants, avant de rencontrer des experts dans le domaine, faites d'abord une étude de marché. Commandez une étude de marché. L'étude de marché est un outil que tout le monde peut comprendre. On n'a pas besoin d'avoir Bac plus 5 pour comprendre une étude de marché. Parce que lorsque vous commandez une étude de marché, vous allez dire par exemple, je voudrais ouvrir un salon de coiffure dans la zone X de telle ville. Alors, aidez-moi. Vous pouvez demander à un cabinet, vous pouvez demander à un consultant indépendant, vous pouvez demander à des étudiants qui font la filière marketing dans les universités, parce qu'en général, les étudiants qui font marketing, déjà en 3e année, ils sont capables de conduire une étude de marché et de produire un rapport. Donc, une fois qu'on vous remet le rapport de l'étude de marché, vous lisez pour pouvoir comprendre. En général, l'étude de marché répond à des questions de base. Y a-t-il un marché pour telle activité? Quelle est la cible? Quelle est la cible qu'il faut toucher? Quelle est la tranche d'âge qui sera intéressée par l'activité? Quels sont les prix qu'il faut pratiquer? Quels sont les prix pratiqués par la concurrence? Quels sont les éléments de différenciation utilisés par la concurrence pour pouvoir gagner des parts de marché? Donc l'étude du marché vous donne tous ces renseignements-là. Et puis maintenant, vous pouvez donc maintenant aller vers un spécialiste, vers un consultant qui a de l'expérience dans le domaine et demander conseil. Parce que vous ne connaissez pas le domaine. Et évitez d'investir dans un domaine où vous n'avez aucune idée. Et non seulement aucune idée, mais ne pas vous entourer aussi des bonnes personnes. Évitez cela. C'est pas parce qu'on vous a dit que l'immobilier paye que vous allez chercher 50 millions, vous allez acheter un terrain, vous allez construire. Non. Voilà. C'est pas parce qu'on vous a dit que le transport paye, parce qu'aujourd'hui, il y a les taxis personnalisés. On ne donne pas les marques ici parce qu'ils n'ont pas payé pour la pub. Alors, c'est pas parce que vous allez prendre deux voitures, 3 voitures au port, vous mettez en circulation pour faire de l'argent. Non, ça ne marche pas comme ça. Vous devez vous renseigner. C'est parce que votre voisin a mis en route 3 taxis personnalisés et qu'il a tous les mois 500 000, que vous devriez faire pareil. Renseignez-vous. C'est très important. Renseignez-vous. Parce que il est facile qu'on vous dupe dans un domaine que vous ne maîtrisez pas. C'est très facile. Si moi, aujourd'hui, je me lance dans la restauration et que je ne prends pas conseil, il est facile, par exemple, comme flou, parce qu'on pourrait, par exemple, me dire, bon, voilà, pour telle chose, il faut tel budget. Alors, comme je ne connais pas, je vais juste sortir de l'argent. Mais peut-être dans 6 mois, je vais rencontrer des gens qui vont m'éclairer, et là, je me rends compte que je m'étais fait escroquer. Wow. Donc, ayez toujours la présence d'esprit de vous renseigner. Lorsque vous vous renseignez, ça ne veut pas dire que la personne qui vous renseigne sera votre employé ou sera votre consultant. Il est même d'ailleurs préférable de vous renseigner auprès des personnes avec lesquelles vous n'avez aucune attache. C'est-à-dire des gens qui maîtrisent un domaine, vous allez simplement les voir, vous prenez les informations dont vous avez besoin. Ils peuvent vous monnayer leur service, pour vous demander par exemple d'ouvrir un dossier chez eux, afin de pouvoir vous enregistrer comme un client, vous payez. Parce que souvent, le conseil qu'on va chercher chez un ami, chez un frère, parfois c'est des conseils qui sont déjà biaisés. Voilà. Parce que le frère ou bien le cousin ou la connaissance veut absolument intégrer votre business. Et pourrait donc vous donner des informations fausses afin que vous ayez confiance en elle. Et maintenant, une fois que vous la recrutez, maintenant
personnes commencent à vous faire des coups bas. Prenons par exemple l'immobilier. Il y a des architectes, allez vous renseigner. Il y a des ingénieurs en bâtiment, allez vous renseigner. Demandez à un ingénieur en bâtiment, écoutez, je voudrais construire une unicité. Et j'ai 100 millions. Avec 100 millions, je peux faire quoi en termes de unicité? Sachant que je voudrais avoir juste des chambres modernes avec une salle d'eau, un espace cuisine, et puis un espace lit et une table d'étudiants. Vu sur ce modèle-là, je pourrais m'attendre à construire combien de chambres? Alors, l'ingénieur en bâtiment qui a de l'expérience peut vous faire un schéma rapidement et vous dire, grosso modo, le gros œuvre vous coûtera tant. Et maintenant, pour la finition, ça dépendra de vos goûts. Là, vous avez le conseil d'un étranger que vous ne connaissez pas. Maintenant, vous pouvez lui demander de vous faire un devis, vous payez, ou alors vous allez ailleurs demander un devis. Parce que souvent, quand vous ne connaissez pas un domaine, les soi-disant experts ou spécialistes vont vous donner trop d'informations et ils finiront par vous embrouiller. Donc c'est pourquoi il est préférable d'avoir sa feuille de route. Je voudrais me lancer dans tel business. Alors je vais rencontrer 2 à 3 experts qui me donneront leur avis sur ce dont j'ai besoin. Je n'en parlerai pas à mes proches. Parce que mes proches peuvent vouloir m'induire en erreur. Votre frère, votre sœur peut avoir une attitude déloyale envers vous. Et vous facturez un peu plus. Comme c'est souvent le cas. J'ai souvent rencontré des gens de la diaspora qui se sont souvent plaints de ce que ils ont des projets, mais ces projets ont été étudiés depuis l'étranger. Et maintenant, quand ils arrivent sur le terrain, ils font confiance à des gens qui vont plutôt les escroquer. Et en général, ce que moi je leur dis, c'est que faites l'étude de marché au Cameroun et non en France, premièrement. Et puis, n'envoyez pas l'argent à quelqu'un afin de pouvoir commander l'étude de marché. Vous-même, commandez directement l'étude de marché. Exactement. Prenons un exemple. Calvino vit en France. Il me contacte. Il m'envoie l'argent. Et Cathy fait l'étude de marché. Alors, entre l'argent que Calvino m'a envoyé et ce que je vais remettre à Cathy, on ne sait jamais. Voilà. Est-ce que Calvino, par exemple, connaît ma mentalité? Je peux être son frère, je peux être son cousin. Mais quand on parle d'argent, est-ce que j'aurai encore la même honnêteté envers lui? Voilà. Quand il va me dire, monsieur, l'étude de marché va coûter 1 million. Et moi, je dis à Calvino, va coûter 2 millions. Calvino m'envoie 2 millions pour l'étude de marché. Je vais voir Cathy, je paie à Cathy 600 000. Waouh. Voilà. Et j'empoche le reste. 1 million 400. Calvino qui est en Europe ne sait pas que en fait j'ai négocié avec Cathy et que j'ai réussi par exemple à convaincre Cathy de prendre 600 000 francs. Cathy va produire une étude de marché que je vais envoyer à Calvino. Et le projet peut-être va se chiffrer à 5-6 millions. Mais sauf qu'au départ, il commence déjà à perdre de l'argent. Et s'il peut déjà perdre de l'argent au départ, ça veut dire qu'à mi-chemin, il en perdra encore davantage. Oui. Parce que je pourrais gonfler les chiffres. Or, quand c'est un domaine que vous maîtrisez, c'est-à-dire que vous connaissez déjà les chiffres. Donc, vous évitez d'avoir un grand nombre d'intermédiaires. Il est donc préférable pour Calvino, étant en France, de me demander de lui envoyer les contacts des personnes qui peuvent exécuter l'étude de marché. Exact. À ce moment-là, lui-même Calvino, il va donc les contacter, émettre son besoin et arrêter les tarifs.
Ça, c'est le secret. Hein. Et maintenant, il peut me demander à moi, son frère ou moi, son cousin. Il va dire, s'il te plaît, voilà Cathy, à qui j'envoie l'argent pour faire une étude de marché. Rassure-toi qu'elle fait l'étude de marché. Donc voilà mon rôle. Moi, je n'ai pas à gérer l'argent que m'envoie mon frère. Parce qu'en gérant l'argent que mon frère m'envoie pour donner au consultant, il est possible que l'argent soit distrait. Voilà. Parce que Calvino se dit, alors comme je ne connais pas ce domaine-là, je dois faire confiance à des gens. Mais faire confiance aussi à trop de gens, c'est pas bien. Il faut limiter la chaîne. Ça, c'est la première erreur qu'il faut éviter. Deuxièmement, dans chaque domaine d'activité, dans chaque secteur, il y a des réalités qu'il ne faut pas négliger. Il m'est souvent arrivé de donner des conseils à des gens qui veulent créer des établissements scolaires, des gens qui veulent créer des centres de formation parce que c'est mon domaine de base. Je m'y connais, je suis enseignant à la base et j'ai une grosse expérience. Mais je ne peux pas donner les mêmes conseils à ce qu'il fait dans le bâtiment. Donc il faut savoir à qui on demande des renseignements. Et il faut s'assurer de payer pour les renseignements. Parce que souvent, vous allez vous renseigner auprès de quelqu'un qui est par exemple du domaine, qui va se battre pour regrouper l'information dont vous avez besoin, mais maintenant qui parfois vous demandera une quote-part, juste pour le récompenser. Voilà. Et vous refusez. Alors, la personne peut donc maintenant bloquer des informations très pertinentes et vous induit en erreur. En se disant, ok, d'accord, comme tu penses m'avoir roulé, alors ces informations que j'ai maintenant dans ma possession, je ne vais pas te les donner. Donc, voilà comment vous commencez avec quelqu'un un bon partenariat, mais à mi-chemin, vous commencez à avoir des problèmes. Parce que vous n'avez pas l'expertise dans son domaine. Lui, il a l'expertise. Et il vous demande de payer pour un service, pour un renseignement. Payer. Et je voudrais dire qu'au Cameroun, on a ce problème-là. Au Tchad, je ne connais pas, au Gabon, je ne connais pas. Mais au Cameroun, on a ce problème-là. Les gens ont du mal à payer pour des conseils. Voilà, et des renseignements. Donc, normalement, les bons renseignements, c'est payé. When people go to experts to have advice, please be kind enough and honest to pay. Because that person might have taken a lifetime to build this acumen, this business acumen. And so pay them for what they give you in terms of advice. Okay. It could be one day consultancy, it could be 1 minute, it could be 2 seconds. Okay. Because the moment you don't pay, the person feels bad and stops giving you advice. And because it's not your field, you make mistakes. There is a scandal in town. It's been for some years now. There is a hotel that was supposed to be built somewhere in town. A very big hotel. But from every indication, the project has stopped. Why? Jesus. Because there were some miscalculations. It's not a project of 20 million. No, it's not even 50 million. Hundreds of. It's we're talking here about billion. Jesus. Billion. On parle de milliards. Alors, d'après les experts du domaine, je ne suis pas du bâtiment, mais d'après ce que j'ai pu regrouper, soit le promoteur de ce projet n'a pas payé ce qu'on lui demandait, alors les techniciens se sont arrangés à faire un travail proportionnel à son argent. Soit il a trop fait confiance, il a payé, et quelqu'un dans la chaîne a décidé d'en faire à sa tête. Mais le résultat est là, c'est que un projet de plusieurs milliards de nos francs est bloqué. Et maintenant, on ne peut ni avancer, on ne peut ni reculer. Jesus. Donc, voilà des sommes importantes qui ont été
dilapidé. Comme pour dire que quand vous avez un projet dans un domaine qui n'est pas le vôtre, s'il vous plaît, payez pour les conseils, payez pour les renseignements. Parce que ces gens qui vous renseignent là, peut-être vivent du conseil, peut-être qu'ils vivent de ces renseignements-là. Ouais. Prenons l'agent immobilier. Dans nos villes, Douala, Yaoundé, Bafoussam, Oula et Déa. L'agent immobilier, il vit de ce que il vous dit, Vous renseignez. monsieur, madame, il y a une maison vide derrière ce bâtiment. Waouh. Il vit de ça. That's true. Et vous dit, Qu'est-ce que pour que je vous accompagne, un mois. il vous dit, pour que je vous accompagne, payez-moi, ouvrez-moi un dossier. Le dossier, c'est 5 000. Et maintenant, quand on ne va pas voir le bailleur, ça ne sert à rien pour vous d'aller voir le bailleur sans moi. Ça ne sert à rien. Parce que le bailleur m'a déjà donné Le quitus. le quitus. Et quand le bailleur n'a pas donné le quitus, Et la confiance du bailleur, c'est quoi? C'est que je lui apporte des clients. Et maintenant, le client me donne 1 mois de loyer. merci beaucoup. Voilà Parce qu'il a l'arrangement. beaucoup travaillé. Alors, l'agent immobilier vit de ça. Donc, si vous ne voulez pas, si vous ne voulez pas payer, alors ne demandez pas de renseignements. Quand vous avez besoin d'une maison, prenez vos pieds, prenez vos pieds, mettez la casquette et marchez dans chaque quartier de la ville pour demander s'il n'y a pas une maison à louer. Si vous êtes aussi radin que ça. Parce qu'on a la mauvaise habitude de ne pas payer pour les services. Vous êtes journaliste, vous voulez investir dans un bénétariat. Mais vous refusez de payer à quelqu'un un montant d'argent pour vous dire comment organiser un bénétariat. Ce n'est pas normal. Vous voulez ouvrir un salon de coiffure. Vous ne vous connaissez pas salon de coiffure. Alors, allez voir quelqu'un qui a cette expérience-là. Et si vous demandez par exemple 20 000 francs pour pouvoir vous expliquer comment ça fonctionne, payez. Parce que quand vous payez, la personne sera motivée à vous donner de bons conseils. Parce que dans chaque domaine, il y a des pièges. Il y a des pièges qu'il faut éviter. Et quand vous rencontrez des experts dans le domaine, ces experts-là vont vous dire exactement ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Mais si vous ne payez pas, on ne donnera pas l'information. Par exemple, au niveau des centres de formation, quand des jeunes viennent me voir pour me dire, voilà, on veut ouvrir un centre de formation comme vous parce que c'est un business qui nous tient à cœur. En général, je leur demande, avez-vous des enseignants formés? Avez-vous ceci, avez-vous cela? Et parfois, ils ont des enseignants, mais ils ne savent pas comment négocier les salaires. Parce qu'un centre de formation a des saisons. Il y a des saisons. Il y a des saisons hautes et des saisons basses. Et puis, il y a des examens officiels organisés par le ministère de tutelle. Il y a une façon de fonctionner. Quand vous ne connaissez pas le domaine de la formation professionnelle, quand vous ouvrez, ce n'est pas les bonnes personnes qui vous renseignent, vous vous plantez. Alors, pour nous éviter donc de faire des erreurs de débutants, entourez-vous des personnes que vous payez. À un moment donné, le conseil qui est gratuit ne vous sert à rien. À un moment donné, le vrai conseil, le bon conseil est payant. Et quand vous payez, vous avez le bon conseil. Quand vous ne payez pas, on vous dira ce que vous voulez entendre. Et demain, quand vous vous plantez, la personne vous dira, vous avez mal géré. Je ne suis pas responsable. Super. So let me ask a question. Like, when you talk about this advice, like, how do you, for example, you're a coach, an entrepreneur coach, yes. Now, do you do a follow-up? Because I think that is where we have lapses, because it's not all about having this advice. You understand? I believe to have a perfect business, there should be like a follow-up. Yes. The person giving you the advice should do a follow-up. It should be implemented so that you don't, fail in your business. It depends on the skills and the experience of your consultant or advisor. When it is free, people don't commit. Free advice is too cheap for somebody to commit. What they do is they tell you things to do and then they move on. When you pay for advice, people give you advice,
They help you to implement and to do the follow-up. For instance, when you are raising a building and you employ an architect, not your brother, an architect. Usually, after designing the building, when you start the work, they come sometimes on a weekly basis to supervise. To make sure that that's true. To make sure that the quantity of cement that is required is being implemented. To make sure that whatever is designed, you see, is implemented. That's their job, because you cannot supervise the construction work. You see, it takes somebody who knows to come and supervise. And so when you pay an architect to do the supervision, he does it. But if you pay him just for the design, he will design. He will design and give you the blueprint. Now, take the example of an entrepreneur who wants to launch a new business, and he comes to me, asks for advice, and I give him basic advice, and I tell him I can follow up your business maybe for the first year and support you, but it will cost you this amount. And then he goes around and says, well, I can't pay. I think with what you've told me, I can go ahead. Now, he goes ahead and then he makes mistakes. The moment he comes back to me, I tell him, no, you've made too many mistakes. I can't come in now. I should have come out at the beginning to help you avoid those mistakes. Now, with these mistakes, this is where you're leading to. Because with my experience, there are mistakes that I can see and predict the outcome. I say, based on this mistake, this is what will happen. Based on this mistake, this is what would happen. And then they start crying because they've already put in too much money and too much time, too much energy. They've already committed. But if they had taken my advice seriously at the very beginning, and if they had paid, then they would have avoided all the trouble. So we need to change this pattern in our culture that advice must be free. No. Some people build their life, their business on giving advice to people. So if you want to run business and you can't pay for advice, then think twice. Because you always need a consultant somewhere along the line. You need a consultant in marketing. You need a consultant in human resources management. You need a consultant in strategy. We always need consultants. And some business don't grow because the founders don't pay for advice. The founders are always seeking free advice. But somebody who wants to commit to your business, pay him the minimum. Pay them. And consultants are not that expensive, because consultants will charge you based on the size of your business. When a consultant understands that all you have is 5 million, he will never charge you 2 million. No. Usually consultants will charge you in proportion to what you want to invest. Okay. Some may say, okay, you want to invest 5 million. If you can pay me 200,000, I'll give advice and then I'll follow up. If you want to invest 100 million, can you pay me like 5 million so that I will walk you through the business maybe over the next 2 years. But when you don't want to pay, when you think that you are wise and that you want to play games, people let you play games. And then there are people around town who always like give you free advice. I tell you. In court. But they know how to catch up. Yeah. They give you free advice, but your suppliers are their friends. So while they give you free advice, they ask the suppliers to overcharge you. And when they overcharge you, they go back, see the supplier, and collect their money. So if you want to run business, don't play games. Okay. Be honest. Pay for what you have to pay. You can negotiate payment, but please always pay. Always pay, no matter how small it is, but pay. Yes. Okay. And there are even consultants who tell you, okay, for the launch of your business, don't pay me. But when this business starts growing, then you pay me. You pay.
And these kind of arrangements it's sometimes usually end up badly at the police station or in court. you will hear, I help him to set up his business. Now he's refusing to pay my money, and he has never paid me. I mean, why at the beginning you guys had and the other guy will say, no, he told me he was going to follow up my business for free, but it doesn't make sense. It doesn't make sense. Nobody can follow up a business for free. So it's important. C'est très important d'être honnête. Un domaine qu'on ne connaît pas, s'il vous plaît, entourez-vous de consultants et surtout, payez vos consultants. N'ayez pas la mauvaise manie des personnes qui croient profiter d'un service et ne pas payer. Le consultant va toujours se rattraper d'une façon ou d'une autre. Et très souvent, ce sera à votre détriment. Francis, I want to ask a question. Do you think maybe location, like where you want to start up your business, could also play or have a bigger role to play in your business? Because you see somebody, for example, I'm just quoting an example of several people that I know that opened snacks here in Douala. First of all, their first location or where they used to have, it's okay, it's moving on smoothly. But when they switch to, change location to another place, like 1 year or higher should be a year, it's all shut down. And now when you approach them and ask them questions like what really went wrong, they'll tell you, one, I think the location was not a good idea, and secondly, I had so many people coming in for borrow, people come in and borrow. Do you think now location and borrowing as well, are there some common mistakes that entrepreneurs also are making their businesses? That's why the market survey is very important. Market survey gives you the right idea on location. Today we are in Douala. In Douala, there are businesses that you can open in Bonamusadi, which you can open in Village, because Village is not ready for such businesses. Because people living in Village may not have the same purchasing power as people living in Bonamusadi. Yeah. There are businesses that can succeed in Bonanjor and in Bonapriso, which may fail, in maybe Aquanor or in PK10 or PK14 because of the environment. Now, to avoid making this mistake, it's always important to carry out a market survey. Today, for example, if you want to open a nice restaurant, which is expensive, in Douala, there are maximum 4 neighborhoods to do that. Maximum 4. 4, yeah. Yeah. If you go out of those neighborhoods, you are losing. Now, borrowing. This is African mentality. I'm sorry to say it. Business is business. It's not because you have a friend that you come to me and say, Francis, coach me for free. Because while I coach you for free, I have bills to pay. And my bills don't get paid out of friendship. Because my water, my electricity, my rent is paid with money, right? So we should avoid this. You may eventually have special prices for family and friends, but not free. If you say, in my restaurant, you can eat for as much as 2,000, good. When you are a friend of mine, you could have a discount of 10%, right? 10% discount to a friend is good enough. But giving my friend a free meal is not good. One, it's not helping me because my staff are paid on a monthly basis, and I need money to pay my staff. To pay them. Now, what if I have 10 friends a month who come and eat for free? Can you imagine? I'm losing money. If I have 10 people come to me every month, say, Francis, coach us for free.
at some point, I will not be able to pay to buy fuel for my car, right? So this is a poor mentality that we have in Africa, of going to our friends and our relatives and not pay. But ironically, we pay from other people. That is, if you're hungry, you go to your friend's restaurant and you don't pay. You expect him to give you the meal for free. But when you go to another person's restaurant, you pay. So let's learn to encourage our friends who are in business. When you go to a clinic, whether it's your friend's clinic or your brother's clinic, you pay like everyone. Now your friend might tell you, okay, because you're my friend, I'll give you a discount. It's reasonable. Because your friend needs your money to grow his business. Your friend does not need your friendship to grow his business. Your friend does not need your flattery to run his business. No, your friend needs your money to run business. And a lot of businesses have closed because of friends, because of families. I discourage you. If you are the type of person who likes to give out things for free to your friends and family, please stop it. And then there's another thing that you don't understand. When you give out something for free, you give a meal for free, your staff at the restaurant see that. And so tomorrow they will say, well, the boss is not very rigorous and he gives things out for free. So which means that if we too we start taking things for free, he won't get angry. Any problem. That's a problem. You have a restaurant and you sell maybe 50 plates per day. If you give out 5 plates for free, you have already given 10% of your turnover, right? And it's too much. It's too much. Now, if there are beggars around your area, tell them to come and wash the dishes. And after washing the dishes, you give them the leftovers. This is fair enough. Ok, on va aller rencontrer l'homme dans la rue de Yaoundé à qui on a posé justement la question. On revient juste après le Vox Pop signé Thierry Honte, Dieudonné Niassa. À toutes. Je pense qu'il faut commencer par éviter d'investir gros. Je pense que si on y va, on va aller avec un investissement progressif. Une deuxième chose, il faut éviter de foncer tout seul. On va devoir s'entourer des personnes qui sont spécialisées dans la matière, concernant le domaine, bien entendu, dans lequel on veut investir. Et maintenant, il faut éviter aussi de s'attendre à de gros revenus pour un départ. Parce que sinon, si on s'attend à de gros revenus, on va très vite lâcher parce qu'on va se rendre compte que dans les débuts, certainement, ce sera difficile. Donc, si on attend dès le départ d'un trop gros, ça va nous faire lâcher. La première erreur, c'est d'abord de ne pas se lancer directement dans cette activité. Il faut mener une petite étude de marché. Et là, on va cibler la clientèle. À partir de cette petite étude de marché, on aura les goûts des clients, on saura que bon, les clients aiment ceci, les clients aiment cela. C'est le domaine dans lequel vous devez abonder. C'est tout ce qu'il faut faire. Une petite étude de marché. C'est tout. Il n'y a rien de sorcier. Il faut une petite étude de marché. Vous pouvez, si vous n'avez pas le moyen de faire une étude de marché, vous pouvez aller même dans une foire. Vous regardez, vous voyez ce que les clients aiment et à partir de ça, vous pouvez vous lancer dans votre petite activité. Il faut d'abord chercher à avoir des informations sur ce que vous voulez réaliser. Si vous enquêtez sur au moins 2-3 personnes, ça peut vous donner au moins l'idée de vouloir commencer. Il ne faut pas lancer et aller découvrir les erreurs plus tard. Il est mieux de se lancer. Quand vous lancez, vous avez au moins ces analyses. Ça vous permettra de vous plonger au moins. C'est pas la suite maintenant que vous découvrirez que c'est bon ou c'est mauvais. Parce que quand vous engagez seul, le risque est très grand. Bon, les affaires à éviter pour lancer dans le domaine qu'on les crises vraiment pas. Il faut se rapprocher d'un conseiller qui connaît le domaine en fait. Et éviter d'investir trop.
ne pas perdre. C'est ça. Voilà. Alors, aujourd'hui, de manière spéciale, je voudrais féliciter le casting qui a été fait. Alors, toutes les personnes étaient vraiment dans le sujet. Tant que les gens ont engagé des business et ils ont eu des expériences. Oui. Et c'est rare d'avoir un tel casting. Vraiment, bravo à l'équipe. Bravo. Voilà, bravo à vous les gars. C'est le meilleur casting qu'on ait jamais fait en Vox Pop. Le meilleur casting. Ces gens ont tout dit. Et ça me réjouit parce que ça rejoint ce que j'ai dit au départ. L'étude de marché. S'il vous plaît, frères et sœurs entrepreneurs, arrêtons cette histoire de je me lance et je vais voir. Non. Devant. Je vais voir devant. Non. On va voir tout ça devant. Faites l'étude de marché. Ça vous évitera beaucoup de problèmes. Parfois même, le marché n'est pas prêt pour un business. Mais il y a une niche qui est prête, qu'il faut identifier. Il y a une niche qui est prête qu'il faut identifier. Je me souviens par exemple, lorsque je suis rentré d'Afrique du Sud, bardé de mes diplômes de coach d'entreprise et tout le reste, j'arrive sur Facebook, tout le monde est coach. Ça m'a d'abord découragé. Et puis, c'est l'une de mes filles qui me dit, mais papa, toi tu es diplômé. Ça veut dire que tu as une expertise que ces gens-là n'ont pas. Et justement, j'ai réfléchi. Et à l'époque, il y avait un magazine, je ne vais pas donner le nom ici, il y avait un magazine qui se distribuait gratuitement dans les grandes surfaces et puis beaucoup plus dans les zones résidentielles. Et j'ai donc payé une page. Et dans cette page-là, j'annonçais mes services. Et j'ai donc réussi à avoir une clientèle assez spécifique. C'est-à-dire que le grand public ne connaissait pas encore le service, mais il y avait une clientèle spécifique. Donc pour dire que l'étude de marché, parfois vous permet d'éviter certaines erreurs graves. Parce qu'il y a parfois des business qui peuvent commencer aujourd'hui, mais en fait c'est dans 10 ans que les gens vont découvrir et vont exprimer le besoin. Mais au départ, c'est parfois une clientèle très sélecte. Voilà. Et l'étude de marché va vous renseigner sur ce genre de clientèle-là, qu'on appelle les niches. Yes, et par exemple, les business avec niche rapportent beaucoup, parce que ce n'est pas des business populaires, mais c'est pour des personnes bien déterminées qui vivent dans des endroits bien déterminés. Donc, l'étude de marché vous permet donc maintenant de les cibler et de pouvoir leur proposer vos services, vos produits dans un cadre très spécialisé et très spécifique. Donc, l'étude de marché, on ne le dira jamais assez, est très importante. Et tout le monde a souligné là, les consultants. Mesdames et messieurs les entrepreneurs, un consultant n'est pas forcément un ami. Un consultant, c'est quelqu'un qui a étudié un domaine, qui s'y connaît, qui maîtrise et qui vous donne des conseils payants. Ce n'est pas gratuit. Les gens qui vont vous dire, bon d'accord, on prend un pot et on en parle. Non. Le consultant n'est pas là pour prendre un pot avec vous. Ou bien, je vous invite dans un restaurant et puis on en... Non. Il n'a pas faim. Le consultant n'a pas faim. Ce n'est pas quelqu'un qui va donner une bière. Non. Un consultant, c'est quelqu'un de très sérieux. C'est un homme ou une femme qui a fait des études, qui a une expérience et qui connaît un domaine et qui vous donne des conseils sur la base de son savoir. Et ces conseils-là sont facturés, s'il vous plaît. Ce n'est pas autour d'une bière. Ce n'est pas autour d'un poisson brisé. Non. Le consultant, en général, il vous reçoit, vous lui expliquez votre business, il prend du temps, il analyse, il vous donne ses conseils. Il peut vous dire, je vous facture à l'heure, je vous facture à la journée, je vous facture au mois. Entendez-vous avec le consultant et puis payez. Il faut payer. Et comment trouver un consultant professionnel dans chaque domaine? Il faut bien déjà détecter le consultant. Les consultants, il y a des adresses.
Non, pour vous dire, Calvino, les entrepreneurs connaissent les consultants. Voilà. D'accord. Mais ils les évitent. Oui, just avoid it. C'est vrai. Ils les évitent. On les connaît. Oui. On connaît les consultants, on connaît les coachs, on connaît les vrais coachs, on connaît les faux coachs. Ouais. Mais parfois on va avec les faux coachs parce que les faux coachs vont coûter moins cher. Ou alors pas vont forcément. prendre une bière ou bien un poisson brisé. Mais non nécessairement les Français. Voilà. Oui, moi je voulais revenir, en fait, on va bientôt l'émission finie. C'est vrai qu'il y a la plupart aujourd'hui sont, comme j'aime bien quand on entend Calvino dit, sont blasés. Quand il utilise le terme sont blasés, tu sens que la plupart veulent entreprendre. Beaucoup de Camerounais aujourd'hui veulent entreprendre et ont des craintes justement à entreprendre. La peur de foncer, une peur de foncer, et parfois on reste surtout, et parlant des femmes, moi je viens sur le domaine des femmes qui ont envie de sortir, et merci déjà pour tous les conseils donnés tout à l'heure. Bon, maintenant, comment sauter donc le pas? Comment sauter pour pouvoir justement les étapes à faire, pour rappeler les étapes à faire avant de se lancer, justement pour cette femme qui est à la maison, qui a envie de changer, de ne plus rester assise. Déjà, il faut dire qu'aucune entreprise humaine n'est parfaite. Donc, aucun projet n'est parfait. Et on n'aura jamais de projet parfait pour se lancer. Ah, d'accord. Tous les projets ont des avantages et des inconvénients. On n'aura jamais de circonstances parfaites pour lancer un projet. Donc, il faut faire son étude de marché, soit faire par un cabinet, soit faire par un consultant qui s'y connaît. Donc, voilà, ne vous lancez jamais vous-même en étude de marché. Parce que, comme c'est vous qui voulez lancer le business, d'accord, vous aurez tendance à embellir les choses, d'accord. Parce que vous voulez lancer votre business, vous aurez tendance à voir les choses en rose. Donc, il est préférable de confier à une tierce personne. Si vous avez les moyens à un cabinet, vous n'avez pas de moyens à un particulier. Vous avez des consultants assis. Vous avez également des jeunes étudiants. Vous avez des étudiants qui ont fait des études en marketing, qui peuvent se regrouper 2 ou 3 et faire une étude de marché. D'accord. Il faut payer. D'accord. L'étude de marché, maintenant, vous renseigne. Et ne faites pas comme certaines personnes. Vous faites l'étude de marché. D'accord. Quand on vous donne le rapport d'étude de marché, vous mettez dans le tiroir. D'accord. Non. L'étude de marché vous donne justement les renseignements nécessaires. Et c'est pourquoi on appelle ça étude de marché. Maintenant, vous prenez votre budget. D'accord. J'ai tel budget pour pouvoir me lancer. Votre consultant que vous payez, c'est pas gratuit, que vous payez, va vous établir une feuille de route. D'accord. Maintenant, c'est à vous d'évaluer la feuille de route par rapport à votre budget. Je dispose de 5 millions, je dispose de 10 millions. L'étude de marché me dit qu'il faut un minimum de 5 millions. Et moi, j'ai 10 millions. Maintenant, je commence par quoi? Le consultant va vous dire sûrement, commencez par telle chose. Commencez par prendre peut-être des locaux. D'accord. Quand vous prenez des locaux, il va vous dire, ne dépassez pas 10% du budget que vous avez pour payer les locaux. J'ai par exemple 10 millions, ça veut dire que je dois me limiter à 1 million. D'accord. Si je dois dépasser donc 1 million pour les locaux, ça veut dire que je dois me demander, si je paye un local d'1 million, je vais donc mettre quels outils, quels meubles, ça va me coûter combien? Maintenant, si vous ne trouvez pas un local qui vous convient, je commence où? À la maison. Voilà. Je commence à la maison et puis j'en parle en ligne. Ça veut dire que je prends un community manager, je me lance d'abord en ligne et lorsque j'aurai déjà une clientèle, alors je partirai de la maison pour un local. Parce que parfois, aller directement dans un local, c'est parfois pénible. Oui. Parce qu'il faut assurer les charges, il faut assurer les charges. Il faut trouver une assistante, il faut trouver ceci, il faut trouver cela. Parfois, à partir de la maison,
pour le local, c'est parfois mieux. On peut se dire, la première année, je travaille de la maison. D'accord. Tant de me faire une clientèle. Et puis après, je trouve un local. Mais sauf qu'il y a parfois des business où il faut automatiquement avoir un local. D'accord. Maintenant, est-ce que je prends un local directement d'1 million, de 500 000, de 200 000? Ça dépend de ma force de frappe. Et toutes ces choses-là, on les voit avec le consultant. C'est pourquoi il faut prendre un consultant qui est vraiment expert, que vous payez, qui vous donne le bon conseil. Parce que si le consultant se plante, vous vous plantez. En tout cas, merci beaucoup Francis. C'était très intéressant le sujet du jour. Donc maintenant, on sait ce qu'on devrait faire quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat et surtout en terrain inconnu. En terrain inconnu, on sait maintenant ce qu'on peut faire. En tout cas, merci. Ne pas avoir le frein à main. Payer les gens te lancer. Le frein à main. Cathy, merci. Tonton Caldino, merci. Merci, On se dit à demain. Et Francis Hérette, on retrouve sur les réseaux sociaux Francis Hérette et puis francishérette.com pour tout conseil. C'est un coach en entreprise, coach d'entreprise et aussi écrivain. Je vous invite donc à rentrer dans ces pages francishérette.com pour pouvoir poser toutes les questions que vous voulez ou alors appeler ou alors trouver un terrain d'entente pour qu'il puisse coacher en entreprise. Nous, on se retrouve demain. Francis prendra congé de nous et on le retrouvera la semaine prochaine, mercredi prochain encore. Nous, on lève la main, on met la clé sous le paillasson et on se retrouve demain quand il sera 10h. Ciao.